L'homme politique devrait songer d'abord au bien-être de la société. Ça reste un quartier populaire. Il faut se battre d'ailleurs pour que ça reste un quartier populaire. Être qu'une électrice, ça me gêne. Moi j'ai voté pour la première fois à la présidentielle là en avril. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On fait une spéciale municipale 2026. Cette semaine, nous recevons des candidats et des candidates à l'élection municipale de la mairie du 18e et aussi pour la première fois, vous les Parisiens, les auditeurs et les auditrices, vous allez pouvoir voter votre maire, ce qui est une première, il faut quand même le rappeler. Aujourd'hui, nous recevons donc Gabrielle Siri-Wari du parti Gauche Unie. Bonsoir. Bonsoir, enchantée et ravie d'être ici. Alors, on se tutoie ou on se voit ? On peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Ouais, avec plaisir. À quel moment tu as commencé à t'intéresser à la politique ? Alors, assez tôt, autour de mes 15 ans, j'ai grandi aussi dans un quartier, une école très très mixte, avec beaucoup de problématiques sociales aussi. Donc je pense que tout ça, alors en province, j'étais à Rennes. D'accord. Et voilà, je pense que tout ce contexte-là a contribué à faire que je me suis assez vite intéressée aux enjeux politiques. Et alors mes deux parents étaient dans le service public, donc ça aussi je pense que ça y a contribué, avec les notions d'intérêt général par opposition à l'intérêt particulier. Et c'est vrai que moi aussi je travaille dans le service public, donc voilà, j'imagine qu'il y a quand même une influence familiale. Et par ailleurs ma mère est algérienne, et donc je pense que ça aussi, sur toutes les questions antiracistes, etc., ça a aussi contribué à mon engagement. Et c'est quoi ton activité ? Alors, je suis économiste. Je travaille en tant qu'économiste dans une grande institution publique. Bon, vu que tu as fait Sciences Po, que tu as fait des études là-dedans et tes parents politisés, est-ce que tu peux nous donner la définition du mot politique ? C'est l'intérêt pour la vie de la cité, la vie en commun, et toutes les questions qui vont tourner autour du vivre ensemble et d'organiser des intérêts potentiellement contradictoires pour faire émerger l'intérêt général. Je dirais ça. Ok. Et c'est à partir de quel moment tu te rappelles avoir arrêté de penser à ta petite personne pour penser au commun ? Je pense que, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été assez indignée par certaines politiques, certaines injustices, etc. Donc même à l'école, par exemple, la pauvreté d'un certain nombre de mes camarades, les injustices liées à, je sais pas, les personnes à la rue, ou bien ce qui m'avait beaucoup frappé aussi, c'était les réformes des retraites. Ça, c'est ma première manif. Parce que inégalité criante entre des personnes qui ont des métiers très très pénibles et d'autres non. Et puis la violence que ça peut constituer de devoir continuer à travailler quand on n'est pas en état, quoi. Et d'ailleurs, oui, j'y pense aussi dans mon orientation professionnelle. Ce qui a été déterminant, c'était la crise financière de 2007, où là aussi il y a eu des plans d'austérité dans un certain nombre de pays européens, notamment l'Europe du Sud, très très violents. Des baisses de salaire des fonctionnaires, par exemple, une hausse très forte de chômage des jeunes, grosse précarisation, et ça j'ai trouvé absolument insupportable. Et c'est après ça que j'ai voulu m'orienter vers l'encadrement de la finance, justement, pour essayer d'avoir à mon échelle un petit rôle là-dedans, quoi. Voilà, contribuer à ce que ça puisse se passer mieux, quoi. Donc tu fais partie de la liste de la Gauche Unie, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment un parti, c'est une coalition de partis, vraiment une union de la gauche qui est inédite à Paris au premier tour. Parce que là, ça se fait au premier tour. C'est habituel, en fait, qu'on se réunisse avec les écologistes, les communistes, qui sont des partenaires vraiment privilégiés au niveau municipal. Donc là, c'est la majorité actuelle. Mais là, c'était inédit qu'on le fasse au premier tour. Et on l'a fait parce que le mode de scrutin a changé. Et qu'il y a un plus fort risque de voir la droite gagner la ville aujourd'hui, et qu'on est absolument convaincu que c'est très dangereux pour les Parisiennes et les Parisiens, et notamment pour les quartiers populaires, notamment pour nos quartiers. Donc là, on a voulu s'unir pour faire face à ça dès le premier tour et se donner de la force collectivement, quoi. Ok. Et tu fais partie donc de quel parti ? Puisque c'est Moi, je suis socialiste. D'accord. Alors, pourquoi ce parti-là et pas un autre ? Pourquoi le PS et pas un autre ?
parce que historiquement, c'est le parti qui porte les questions sociales, les questions de justice sociale. C'est le parti des grandes réformes sociales aussi, de 81 par exemple, justement sur la question des retraites, on en parlait. C'était à l'époque la retraite à 60 ans, c'est la 5e semaine de congés payés. Je pense que voilà, toutes ces conquêtes sociales, elles ont toujours été le fruit d'une union justement de la gauche autour du Parti socialiste. Donc moi, je suis très pro-union de la gauche. Mais j'ai remarqué aussi assez rapidement que pour gagner, il fallait avoir cette... alors à l'époque, le PS était plus fort qu'aujourd'hui, mais qu'il fallait avoir cette colonne vertébrale-là et ce parti qui puisse organiser une union assez large pour pouvoir gagner et être utile pour les gens, en fait. C'est ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis élue aussi dans le 18e depuis 2020. Je suis adjointe au maire et en fait, notre quotidien, donc en charge de l'emploi, et notre quotidien, c'est vraiment des politiques publiques hyper concrètes pour les gens et on a des résultats pas immédiatement, mais assez rapidement. Et c'est vraiment l'action concrète et utile qui m'intéresse, quoi. Alors ouais, donc tu disais par rapport au PS, donc il est moins fort. Beaucoup disent que le Parti socialiste s'est effondré à un certain moment. Oui, c'est vrai. Et comment toi, qui es du PS, tu as vécu et est-ce que tu l'as vu venir ? L'effondrement, c'est vraiment 2017. C'est lié à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Est-ce que je l'ai vu venir ? J'ai vu qu'il y avait un problème parce que à l'époque, je travaillais avec une secrétaire d'État qui s'appelait Axelle Lemaire et on était très en désaccord avec Macron, qui était pourtant aussi à Bercy. Donc ça a donné lieu à beaucoup de batailles au quotidien sur les bonnes politiques à mener. Et donc en tout cas, ce qu'on avait très bien vu, c'est que c'était quelqu'un de droite. Ça oui. Et je pense qu'on l'avait vu de très près, peut-être et sûrement avant les autres. Voilà. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait il y avait une ambition extrêmement importante chez cette personne-là, et qu'il allait s'appuyer un petit peu sur un ras-le-bol peut-être d'un personnel politique qui faisait peut-être pas beaucoup de place aux jeunes. Ça, je sais que c'est quelque chose qui, lui, l'a beaucoup motivé dans sa conquête du pouvoir. D'accord. Et je pense qu'il a été, à ce moment-là, son ambition, tout ça, ça a été sous-estimé. Donc en fait, oui, je pense que de fait, je l'ai vu avec mes collègues à l'époque, un peu avant les autres. De là à prévoir que ça donnerait lieu à cet effondrement pendant tant d'années, non, peut-être pas. Mais honnêtement, après, une fois qu'effectivement ça a été très dur, parce que les scores de moins de 10% du PS à la présidentielle, c'était inédit. Et c'est à partir de 2017 que ça s'est passé, avec des conséquences sur le nombre de députés, du coup, puisque c'est directement lié. Et je trouve que finalement, là, on reparle quand même du Parti socialiste qui avait gardé justement un ancrage local très fort. C'est notamment grâce à ça, puisque là, on parle des municipales. Cet ancrage local sur lequel il s'est beaucoup appuyé pour retrouver des couleurs, quoi. Alors, les municipales, à quoi ça sert en fait ? Ça sert à énormément de choses. C'est tout un tas de politiques locales qui dépendent des mairies. Ça va être les questions d'urbanisme, l'organisation vraiment de l'espace public physique, quoi. Donc là, à Paris, ça s'est transformé ces dernières années, notamment avec l'arrivée des pistes cyclables, avec le recul de la place de la voiture. Donc c'est vraiment très quotidiennement, quand on marche dans la rue, c'est aussi le fruit des politiques publiques municipales. En matière de santé aussi, parce que là, en 20 ans, la pollution a baissé de 50% à Paris grâce à l'action de la municipalité et la végétalisation, le retrait de la place de la voiture, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très quotidien. C'est évidemment la responsabilité des écoles aussi. C'est énormément de choses. Maintenant, on a la police municipale aussi à Paris, donc il y a des questions de sécurité, tranquillité publique, etc. C'est vraiment la vie au quotidien, quoi. C'est une élection importante ? C'est une élection extrêmement importante. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois que ça va être aussi serré. Parce que, moi, je le remarque même dans la campagne qui se passe bien, hein. Il y a quand même une espèce d'habitude à ce que la ville de Paris soit à gauche, ce qui peut se comprendre, parce que finalement, c'est depuis 2001 que la gauche est en place à Paris.
Et je sais pas, il y a cette espèce un petit peu d'habitude qui s'est installée et je pense qu'il y a une sous-estimation du risque vraiment que Rachida Dati gagne cette ville. Et là, ça peut changer justement le visage de Paris du tout au tout. Ce dont je vous parlais, elle a vraiment redonné la ville aux piétons, faire reculer la place de la voiture, la végétalisation, ça peut changer très très vite. On en parlera aussi, mais pour les quartiers populaires, on a vu ce que ça donnait quand la droite était au pouvoir à la région. C'est une diminution par 4 des subventions aux associations. Donc très très rapidement, ça a des conséquences sur le terrain, sur la prévention des risques, sur énormément de choses, sur le soutien au sport, etc. Donc c'est des inégalités territoriales aussi renforcées. Ce serait ça, l'arrivée de la droite au pouvoir à Paris. Ce serait la fin du logement social. C'est annoncé, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Rachida Dati qui le dit, zéro nouveau logement social. Donc ça veut dire toute une partie des Parisiens, ça changerait la physionomie de Paris en fait, parce que ça entraînerait qu'un certain nombre de Parisiens ne pourraient plus rester à Paris se loger parce que les prix explosent et que le logement social permet de garder cette mixité-là. Ce dont nous on est très fiers d'avoir pu permettre ça, même si c'est très difficile pour beaucoup de gens et que les loyers sont trop élevés, ce qui dépend, ça c'est le marché privé, ça dépend pas directement de nous. On met en place tous les encadrements qu'on peut. Et voilà, et le logement social en fait partie. Donc ça changerait en fait complètement la physionomie de la ville, sans compter le fait que là, on est dans une période où la droite et l'extrême droite se rapprochent très fortement. Il y a des candidats d'extrême droite sur la liste de Rachida Dati, notamment une ancienne candidate, une zémouriste qui s'est affichée zémouriste. De la même manière, sur la liste de Sarah Knafo, il y a des républicains qui étaient élus avec Rachida Dati qui ont rejoint sa liste. C'est déjà un petit peu le même espace politique, avec évidemment tout ce que ça charrie de racisme, d'antiféminisme. Et je dis ça très tranquillement parce que pour avoir siégé pendant 6 ans dans le 18e arrondissement, on voit bien les subventions qui ne sont pas votées. Voilà. Les subventions aux associations féministes, et puis une tendance aussi à une forme de dérive raciste de la droite parisienne. Donc pour tout un tas de gens et de catégories de population concernées, ce serait grave. Voilà. Ok. Donc cette année, c'est la première fois que les Parisiens vont élire leur maire. C'est exactement ça, il y aura 2 urnes. Juste pour refaire un petit peu l'historique de cette histoire, parce que là aussi c'est très politique. Le changement du mode de scrutin, il se fait très tardivement. C'est pour ça qu'il va y avoir un peu de confusion, y compris dimanche dans les bureaux de vote. Nous on essaye d'expliquer aux gens quand on va faire les porte-à-porte que ça a changé, etc. Je sais que tout le monde n'est pas au courant. Pourquoi ça a changé ? Qui a déposé la proposition de loi pour que ça change ? C'est Sylvain Maillard, qui est numéro 2 sur la liste de Rachida Dati. Et en fait, il a fait passer ce changement avec les voix de LFI et du RN. Pourquoi ? Parce que ce sont des partis qui sont peu implantés localement et que l'objectif du changement du mode de scrutin, c'était de diminuer le poids des arrondissements de gauche, des gros arrondissements de gauche, qui envoyaient beaucoup de conseillers au Conseil de Paris. Et donc là, si vous voulez, l'idée, c'est un peu de diluer les quartiers populaires. Je le dis parce que c'est quand même important. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, c'est quand même un petit peu louche. Quand ça change 6 mois avant, en général, c'est qu'il y a un Guy Soros. D'accord. Voilà, donc c'est un petit peu ça l'histoire. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut se mobiliser fortement, parce que auparavant, le 18e c'est un arrondissement qui est assez ancré à gauche, donc je pense que dans le raisonnement peut-être de certaines personnes, une voix de plus, une voix de moins, de toute façon, ça faisait pas basculer. Donc on avait peut-être tendance à se dire c'est pas si important si finalement je suis pas là ce week-end ou je sais pas. Là, c'est très très différent. Parce que là, effectivement, il y a dans le 18e, on va voter pour le 18e, on va aussi voter pour Paris. D'accord. Et donc, s'il manque des voix de gauche du 18e pour élire le maire du Paris, ça risque de faire passer Rachida Dati. Avant, il y avait simplement l'urne de l'arrondissement et tout se faisait à travers l'arrondissement et ensuite on envoyait les conseillers de Paris. J'espère que c'est clair, mais c'est effectivement un peu, ça crée la confusion. C'est un changement des règles démocratiques très peu de temps avant le scrutin. En principe, il est convenu qu'on ne doit pas changer les règles d'un mode de scrutin 1 an avant le scrutin. Finalement, ça a quand même été validé par le Conseil constitutionnel. Mais en principe, l'idée, c'est ça, pour ne pas trop déstabiliser ou désorganiser le scrutin. Là, il faut savoir que dimanche, on a eu du mal à trouver suffisamment de gens pour tenir les bureaux de vote, parce que du coup, il y a plus d'urnes, donc plus de bureaux. En tout cas, il ne faut pas que l'électorat de gauche se démobilise,
parce que c'est précisément l'objectif. D'accord. On m'avait expliqué qu'en fait, le quartier de la Goutte d'Or était divisé en deux en termes de circonscription. Je crois que c'était sous Sarkozy, il me semble, pour encore cette idée de diluer les votes aussi. Vous avez entendu parler de ça ou... Le découpage des circonscriptions, il est toujours très politique. Et effectivement, aujourd'hui, sur ce quartier-là, ça se partage entre deux circos. Donc, il y a la circo qui va regrouper Montmartre. Et donc, il y a une partie du quartier qui vote là. Et puis, il y a la circo qui est plus à l'est, effectivement. Et qui est plus populaire en fait en moyenne. Après, pourquoi ce découpage-là précisément s'arrête sur cette rue, là je ne saurais pas vous dire exactement quelle était l'intention derrière. D'accord, très bien. Alors, on va démarrer à propos de votre programme. Alors, premier point, je vois construire un 18e durable. Bien sûr, donc en fait l'idée c'est de continuer à diminuer la place de la voiture, à favoriser un Paris qui soit piéton, sécurisé, qui soit aussi à hauteur d'enfants. C'est l'idée des cœurs piétons, c'est vraiment continuer la piétonisation en fait, les rues dans lesquelles les voitures passent pas. Quelque chose dont on est assez fier, qui a bien plu, c'est les rues aux écoles. Et donc ça c'est positif pour la sécurité évidemment des enfants, c'est positif pour la santé publique. Et puis ça apaise en fait aussi, hein. C'est plus agréable de passer dans ces rues, il y a moins de bruit, donc c'est plus agréable. Donc on veut évidemment continuer sur cette lignée-là. Donc c'est l'idée aussi d'avoir des cœurs piétons dans tous les arrondissements et pas seulement dans le cœur de Paris. Donc là c'est pour ça qu'on cite aussi Jules Geoffrin. D'accord. Il y a un petit côté écolo. Ouais, bien sûr, les écologistes sont sur cette liste, hein. Donc c'est vraiment un programme social et écolo, hein. C'est vraiment ça la ligne. À propos de la rénovation des logements sociaux. Alors, au niveau du 18e, on est à 25% de logements sociaux. Donc ça a beaucoup progressé, hein. Et on était plus autour de 12% avant que la gauche arrive au pouvoir. Donc il y a un énorme effort dans le 18e sur la construction de logements sociaux. Ceci pour des raisons énergétiques et écologiques, c'est-à-dire mieux les isoler pour qu'ils fassent moins chaud l'été, moins froid l'hiver, que les factures énergétiques baissent. Donc ça, c'est vraiment une priorité, à la fois pour des raisons, encore une fois, écologiques et sociales. Donc on a un gros axe sur la rénovation des logements sociaux qu'on veut aussi continuer à construire par ailleurs pour loger les personnes qui ne peuvent pas forcément se loger dans le parc privé. J'ajoute aussi qu'un point important du programme, c'est de renforcer l'encadrement des loyers. Donc là, c'est y compris pour le privé. Vous pouvez vérifier d'ailleurs sur le site de la ville si le logement que vous occupez bénéficie de l'encadrement des loyers, mais c'est une économie d'environ en moyenne de 100 € par logement sur l'encadrement des loyers. Ça, c'est quelque chose auquel la droite s'oppose. Donc ça veut dire que si la droite passe, le prix des loyers augmente encore, y compris dans le parc privé. Voilà. Donc sur le logement, vraiment, c'était l'axe numéro 1 de la campagne, je dirais. À la fois les mesures que je viens de présenter et puis l'hébergement d'urgence aussi, pour qui pas vraiment du logement mais qui a trait à l'hébergement et à l'immobilier, pour mettre à l'abri les personnes beaucoup trop nombreuses qui sont dans nos rues et qui dorment dehors et qui sont en danger de mort en fait. Et on a aujourd'hui, ça c'est le plus gros scandale, 300 enfants à la rue à Paris. C'est assez nouveau. On a toujours eu des hommes à la rue. On a aussi des femmes à la rue qu'on identifie mieux maintenant. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais on mène une évaluation chaque année qui s'appelle la Nuit de la Solidarité, où des équipes, c'est organisé par la mairie, vont à la rencontre de toutes les personnes sans domicile fixe pour les répertorier en fait et qu'on connaisse leur profil, leurs besoins, etc. On a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de femmes à la rue que ce qu'on pensait. Ça nous a permis d'ouvrir aussi des haltes dédiées parce qu'elles sont particulièrement victimes de violences. Il faut savoir qu'au bout d'un an, à la rue, les femmes ont été violées au moins une fois. Et on a ouvert une halte au sein de la mairie du 18e arrondissement réservée aux femmes en situation de rue, justement, pour répondre à cette question-là, leur permettre aussi de se reposer, leur permettre d'avoir de l'accompagnement social, etc. Et là, il y a la question des enfants à la rue, vraiment qui est assez récente et à laquelle il faut absolument répondre parce que c'est scandaleux qu'en 2026, dans la plus grande ville du pays, on ait des enfants à la rue. Je pense que ça devrait indigner justement un peu tout un chacun. Et donc ce sera la priorité si on gagne, une des priorités, mais c'est une priorité importante. Alors justement, en parlant de priorité, à propos de la Goutte d'Or, c'est quoi votre priorité ?
Alors sur la Goutte d'Or, rénover le gymnase de la Goutte d'Or, donc pour permettre vraiment de faire du sport dans de meilleures conditions. Et puis c'est toujours l'idée aussi rénovation énergétique. Et alors puisqu'on parle des gymnases, je tiens à dire que dans tous les établissements publics de la ville de Paris, on proposera des protections périodiques pour les femmes et qui seront gratuites et qui seront bio. Parce que la précarité menstruelle aujourd'hui, elle touche une femme sur 3, c'est énorme. En particulier d'ailleurs les étudiantes. On a déjà agi là-dessus parce qu'on a mis à disposition ces protections-là dans tous les collèges. Ça, on l'a fait dans le 18e sur cette mandature. Et là, on veut aller plus loin, donc dans tous les gymnases, dans tous les établissements culturels, les musées, etc. Donc ça fait aussi partie de nos propositions. Ok. Alors, bon, je sens chez toi qu'il y a quand même une certaine sensibilité autour de la femme parce que tu parles de plein de choses, plein de points. Bon, j'ai toujours eu une sensibilité féministe parce que aux questions d'égalité, donc évidemment égalité sociale, égalité femmes-hommes, etc. Mais je pense que c'est particulièrement développé quand je me suis engagée en politique. J'ai trouvé que c'était un milieu assez sexiste, très masculin. En plus, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je travaille dans le secteur économique, encadrement de la finance, qui est aussi un milieu qui est plutôt masculin. Okay. Donc j'étais vraiment à la croisée de deux univers très masculins. Et c'est vrai que quand on vit vraiment le sexisme un peu au quotidien, on va dire dans sa chair, ça fait encore plus prendre conscience de ces réalités-là. Qu'est-ce que tu appelles sexisme ? Je veux dire, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une discrimination liée au sexe, une discrimination liée au fait qu'on est une femme. Si on prend l'exemple de la politique, ça va être l'idée que c'est un milieu qui serait réservé aux hommes parce qu'il y a des préjugés, ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, qui attribuent dans l'imaginaire collectif la politique, la vie publique aux hommes, alors que les femmes traditionnellement devraient être plutôt au foyer. Donc ces stéréotypes de genre, ils sont très très puissants parce que ça va agir sur les individus, à la fois en contribuant à exclure les femmes d'un certain milieu. Justement, ça va être via des remarques sexistes, des comportements sexistes qui sont plus ou moins conscients, hein, pas toujours. Hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le sexisme, c'est aussi justement un moyen de continuer à réserver un univers qui est très compétitif. Les sphères de pouvoir, ça va être la politique, mais ça va être aussi les médias, à un certain type de profil, donc des hommes, d'ailleurs par ailleurs plutôt fortunés, etc. Donc c'est aussi un moyen de conserver le pouvoir, vous voyez, pour une caste qui est assez établie. Les expériences de sexisme que j'ai pu vivre, c'était plutôt au niveau, par exemple quand j'étais en cabinet ministériel, où là, vraiment, il y a eu des attitudes totalement inadmissibles, soit que j'ai vécues, soit qu'ont vécu certaines de mes collègues. Des choses qui peuvent paraître anodines, mais par exemple, vous voyez, une personne qui organise la réunion, qui va présenter tous les hommes et qui va oublier de me présenter ou de dire quelles sont mes attributions. Bah, vous voyez, en fait, ça peut paraître anodin, mais l'effet que ça a, c'est que ça délégitime complètement. Je vois très bien. Vous voyez, voilà. Ça peut arriver d'ailleurs, c'est pas seulement les femmes, hein, ça arrive aussi envers des populations racisées, c'est les mêmes mécanismes d'ailleurs souvent. Entre le sexisme et le racisme. C'est vraiment l'idée de dire que la personne est autre, elle est différente, et donc elle va être traitée différemment. Et donc ça justifie ces discriminations-là. Enfin, c'est évidemment pas ce que je dis moi, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est l'idée de dire les femmes, c'est peut-être plus fait. Un discours qu'on entend de plus en plus d'ailleurs, au fur et à mesure que les médias Bolloré sont de plus en plus puissants. Mais moi, je les entends sur Europe 1, ces discours. Je les entends sur les inégalités salariales, par exemple. On va revenir sur la Goutte d'Or. Alors, on dit que la Goutte d'Or, c'est un quartier multiethnique. Ici, il y a vraiment de tout. On peut voir toute nationalité. Je ne sais plus, il y a combien de nationalités ici, peut-être une trentaine ou une quarantaine, je ne sais plus vraiment. Et il y a beaucoup la plupart des passants qui y habitent, en fait, et qui les fréquentent, ces commerces africains, certains habitants ils critiquent un peu ça. Ça entraîne parfois des frictions avec des associations, des gens locaux et tout ça. Moi j'ai vu des choses ici dans le quartier. Et comment vous placez vous sur ce sujet ? Nous, au niveau de la Goutte d'Or, alors effectivement, il peut y avoir certains commerces qui vont s'étendre sur la rue ou certaines choses comme ça qui
enfin, de manière générale, de toute façon, tous les commerces doivent respecter les règles. Donc, voilà, que ce soit à la Goutte d'Or ou ailleurs, il va y avoir parfois des interventions de la police municipale pour faire respecter les règles, mais ce qui est complètement normal. Après, sur les commerces, c'est aussi plutôt une richesse d'avoir des commerces qui soient différents, qu'on puisse trouver ici et qu'on puisse pas trouver ailleurs dans Paris. Ça va être le cas aussi dans le 10e arrondissement. Je pense que c'est une réalité qui correspond aussi aux besoins des habitants, en tout cas une partie des habitants de ce quartier-là. Et donc, voilà, c'est plutôt une richesse, nous, dont on est fiers et qu'on cherche à préserver. Ce qu'on essaye de faire, mais là, ça ne concerne pas trop la Goutte d'Or, mais une question sur les commerces, parce que vous évoquiez les commerces. On essaye de favoriser la diversité commerciale de manière générale, donc de faire en sorte que, parce que la diversité, ça permet aussi de répondre aux différents besoins. Ça permet d'assurer une forme de mixité qui est toujours positive. Ça, mixité, c'est un terme qui est très important, qui revient beaucoup dans notre programme. Ok. Et vous faites la différence entre la mixité et la diversité ? Ça va ensemble. C'est une bonne question. La mixité, pour moi, il y a une notion vraiment de volontarisme derrière. Alors que la diversité, elle est là ou elle n'est pas là, vous voyez. Mais quand on dit mixité, moi j'entends tout de suite mixité sociale, mixité scolaire. Et derrière, je vois du volontarisme politique, parce que si on ne fait rien, si on laisse faire, le marché, les comportements individuels, cette mixité, elle n'existe pas forcément. Et justement, comme on est dans le 18e, il y a un projet dont on est assez fier, c'est les bi-collèges. Donc c'est en fait le fait d'avoir des élèves d'un quartier populaire et d'un quartier plus bourgeois qui vont aller dans le même établissement, pour assurer justement une forme de mixité sociale, scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien, puisque les résultats qu'on a, c'est surtout pour le brevet, là, en l'occurrence, parce que c'est des collèges, les résultats ne baissent pas dans la partie bourgeoise et augmente, si vous voulez, dans la partie plus populaire. Et je pense que c'est absolument fondateur dans la construction des individus, contre les stéréotypes, pour l'ouverture d'esprit, la compréhension de l'autre. C'est absolument nécessaire d'être confronté, entouré de gens qui sont différents. Et donc voilà, nous, c'est quelque chose auquel on est très attachés, et notamment avec le secteur biscolaire. Et on veut justement maintenir cette mixité scolaire et mixité sociale. Ça passe par le logement aussi, le maintien de la mixité sociale dans les quartiers. Ok, très bien, très bien. Je vais te faire écouter un micro-trottoir et je vais te demander de réagir. Bonjour madame, vous allez voter au municipal ? Oui, pourquoi ? Vous pensez que ça sert à quelque chose de voter ? Ah bah bien sûr quand même. D'accord. Merci madame, bonne journée. Merci. Bonjour madame, vous allez voter au municipal ? Oui, oui. Vous savez pour qui vous allez voter ou pas ? Pas vraiment. Pas encore. Pas encore, merci. Bonjour monsieur, vous allez voter au municipal ? Non ? Okay. Madame, vous allez voter au municipal ? Moi je vote pas, mais mes enfants ils votent. À gauche, à droite, vous savez ? Ah ça je peux pas. Ça va. Je sais pas. Merci. Bonjour madame, vous allez voter au municipal ? Bien sûr. Pourquoi ? Vous pensez que ça sert à quelque chose ? J'espère. Faut avoir de l'espoir. Merci, bonne journée. Alors Gabriel, est-ce que ça t'évoque ? Oui, c'était au marché Barbès. C'était au marché Barbès. Non, je suis pas très étonnée, parce que là, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils n'étaient pas sûrs de voter ou pour qu'ils allaient voter. Après, c'est le cas aussi dans d'autres quartiers. Déjà, tout le monde ne vote pas parce que tout le monde n'a pas la nationalité. C'est pas mal le cas dans certains quartiers du 18e. Nous, on a une proposition justement dans notre programme. Évidemment, attribuer le droit de vote, c'est pas au niveau national, c'est pas dans nos prérogatives. Par contre, on veut permettre que les habitants, même qui n'ont pas la nationalité française, ils puissent participer aux votations citoyennes. Donc les votations citoyennes, c'est par exemple ce qu'on a organisé sur les SUV, enfin la présence des SUV dans la ville. Qu'est-ce que c'est ? Sur vous savez, c'est les grosses voitures. Ah, les grosses voitures, les SUV, ouais. Ou sur les trottinettes en libre service. Ça, vous avez peut-être Il n'y en a plus, je crois, on m'a dit. Alors justement, c'était à la suite d'une votation citoyenne, parce que ça, c'était le marché qui était
pas régulé, et donc du coup ça a entraîné une explosion du nombre de trottinettes, y compris sur les trottoirs, etc. Ça devenait un peu anarchique quand même. On a organisé une votation pour demander l'avis des Parisiennes et des Parisiens sur le sujet, qui ont majoritairement voté contre ou alors pour la fin des trottinettes en libre service. Et donc ces votations-là, qui sont quand même très très concrètes, qui ont un impact sur la vie des gens, on veut les ouvrir. Ça nous semble tout à fait normal de les ouvrir aux personnes qui n'ont pas la nationalité française. Donc on veut quand même agir sur ce point-là. Et puis sur la participation, bah oui, voilà, moi, comme vous me donnez le micro, vraiment, je veux quand même appeler les auditrices et les auditeurs à aller voter. Alors évidemment, allez voter à gauche, allez voter pour nous si vous êtes convaincus, soit parce que je vous ai dit, soit par notre programme qui est en ligne et que vous pouvez consulter plus avant. Parce que je veux vraiment insister sur le fait que ça n'a jamais été aussi serré. Voilà. Et il faut préserver cette ville qu'on aime, cette ville dans laquelle on peut respirer, cette ville dans laquelle on peut vivre ensemble, cette ville dans laquelle on peut aussi s'aimer librement. Enfin, on a tendance à prendre ça comme des acquis, et je pense que voilà, c'est un peu normal. Moi, ma génération, on a toujours grandi là-dedans. Je pense qu'en 2026, pour reboucler avec le tout début de l'interview sur les enjeux des municipales, 2026, c'est juste avant 2027. Il y a aussi cet enjeu de donner un signal sur ce qui pourra se passer en 2027. On sait que l'extrême droite est en train de monter très très fortement dans ce pays. L'extrême droite est numéro 1 dans tous les sondages pour 2027 aujourd'hui. Et il faut qu'on puisse, quoi qu'il arrive en 2027, faire de Paris un havre de paix, de résistance, de maintien de ce vivre ensemble et de cette liberté à laquelle on est aussi attaché. Et ça passe par le vote, par la mobilisation. Alors ce danger de l'extrême droite et cette montée de l'extrême droite, tu l'expliques comment ? Il y a divers facteurs. On sait qu'il y a des choses qui sont très liées à la montée des injustices et des inégalités sociales, qui entraînent une forme soit de retrait de la politique, soit de vote sanction, de colère qui peut être légitime face à des situations qui sont très compliquées. L'erreur, c'est de croire que l'extrême droite est une réponse, en fait, parce que là où ils sont habiles, le Rassemblement national, c'est qu'ils essayent de se présenter comme étant en défense des travailleurs, des populations précaires, etc. Il faut regarder leur vote systématiquement à l'Assemblée nationale. Ils votent contre l'augmentation du SMIC. Ils votent contre l'augmentation des petits salaires. Donc ce ne sont pas des gens qui vont défendre les travailleurs. Ils vont avoir un discours très populiste, justement, très axé sur le fait que on n'a jamais essayé l'extrême droite. Regardez tout cela, ils ont gouverné ces 20, 30, 40 dernières années. Regardez votre situation, est-ce que vous êtes content ? Non, donc votez pour nous. C'est un discours très très simpliste. Sarah Knafo, elle refuse de voter au Parlement européen pour l'IVG accessible partout en Europe. Donc c'est vraiment une extrême droite qui est contre les droits des minorités, contre les droits des personnes racisées, contre les droits des femmes. Alors, je vais te faire écouter un autre micro-trottoir. Je ne sais pas encore. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas encore. Mais est-ce que vous avez l'habitude de voter ? Ah oui, bien sûr. Vous avez toujours voté ? Bien sûr. Ok. Ouais, mais moi, vous savez, je vais avoir 89 ans, alors tout ça, ça me passe au-dessus de la tête. Quand ils m'ont envoyé en Algérie, ils ne m'ont pas demandé mon avis. J'y suis allé. Et puis j'en suis revenu, j'ai eu de la chance. Mais là, moi, à l'âge que j'ai maintenant, ils vont plus me prendre la tête. Mais par contre, j'ai un fils, lui il a 30 ans, j'en ai un autre qui a 62 ans. 62 ans, ça ne craint pas beaucoup, mais mon fils qui a 30 ans, c'est sûr. En plus, il a un master en informatique, donc des gens comme ça, ils en ont besoin. Hein. D'accord. Alors, et puis, on verra, hein, il me le dira. Je l'ai téléphoné d'ailleurs, pour voir où ça en est. Quoi. Et pour les municipales, vous comptez pas voter ? Ah si, mais quand même. Je ne sais pas encore. Vous savez pas vraiment ? Vous savez, moi, je me décide qu'au dernier moment. D'accord. Okay. Mais vous pensez que ça sert à quelque chose de voter ? Bien sûr. Il faut voter. Bien sûr. Moi, vous savez, je vais avoir 89 ans, si je touche une retraite d'ancien combattant, tout ça et tout, c'est grâce aux gens qui ont été votés. Faut pas ignorer. Et puisqu'on vit, on mange, on dort dans un pays, eh bien, il faut le soutenir, le pays. D'accord. Alors ? Ouais, c'est intéressant.
Bah oui, donc c'est quelqu'un qui a bien conscience de l'enjeu du vote, de la protection sociale aussi, dont on a un peu parlé. Les services publics, la protection sociale, qui sont une vraie richesse à préserver, contre les assauts vraiment du privé, qui ont des relais politiques très forts, chez les macronistes, à droite, etc. Donc ça fait plaisir d'entendre ces discours-là. Et puis j'entendais qu'il a été donc probablement envoyé en Algérie combattre. Ça aussi, c'est un sujet collectivement qu'on va devoir plus étudier, je me suis pas mal du coup intéressée à ça, à la fois parce que dans le 18e on est concerné, notamment à Barbès, par les descendants algériens qui sont la première catégorie de population d'origine étrangère en France. Et du fait de mes origines familiales aussi, et on a un sujet de réconciliation mémorielle sur la question de l'Algérie, avec évidemment des crimes de masse qui ont été commis au moment de la colonisation, au moment de la guerre d'Algérie, sur laquelle il y a encore une chape de plomb qui est faite, et puis dans le même temps des jeunes, ils étaient très très jeunes, le contingent envoyé en Algérie, qui eux aussi ont pâti justement d'être envoyés dans une guerre qu'ils ne comprenaient pas forcément, qui ont aussi, pour certains, dû utiliser des armes chimiques. Ça, on en parlera, je pense, de plus en plus, mais l'utilisation des armes chimiques pendant la guerre d'Algérie, c'est quelque chose... Il y a même eu la déprogrammation d'un documentaire qui parlait de ça, que je suis allée voir et qui est absolument effarant sur justement le caractère massif de l'utilisation de ces armes-là, qui sont interdites, évidemment, dans les conflits. Et il faut absolument qu'on puisse regarder aussi ce passé-là en face. Et du coup, ça me permet aussi de refaire le lien avec le programme, parce qu'on a cette idée de faire en sorte que Paris, qui était vraiment la capitale de l'Empire colonial, regarde ce passé colonial en face. Et donc, ça passe par plein de choses. Ça passe par exemple, réinvestir les lieux des expositions universelles pour faire des expositions pédagogiques sur ce qui a été fait, notamment l'exposition de 1931. Dont on va bientôt avoir le centenaire. Et puis, débaptiser certaines avenues. C'est pas normal qu'on ait dans nos rues. D'ailleurs, c'est le cas de ma propre rue, mais aussi de beaucoup d'avenues à Paris qui portent le nom de criminels de guerre liés à la guerre d'Algérie. Donc on a parlé du général Bugeaud. Il y avait une avenue Bugeaud encore avant que la majorité municipale débaptise cette avenue-là. On veut débaptiser l'avenue La Mauricière, là aussi, un général concerné par la conquête de l'Algérie, et c'est une violence très importante qui est faite aux descendants. Il y a la rue La Goite qui est dans le quartier, qui est pas loin d'ici, où là l'idée ça n'a pas été de la débaptiser parce que c'est le nom d'une ville en Algérie. Où il y a eu un siège avec beaucoup de morts. Et donc là, ce qui a été fait, c'est d'apposer une plaque mémorielle pour expliquer justement que ça porte le nom de la Goite, qui est une ville algérienne, et d'expliquer un petit peu ce qui s'y est passé, etc. Que les descendants puissent aussi savoir que le pays dans lequel ils vivent reconnaît cette histoire-là, et travailler à la réconciliation mémorielle. Ça me paraît assez prioritaire, à la fois dans notre ville et au niveau du pays, quoi. D'accord, ok, très bien. Un dernier micro-trottoir qui a eu lieu cette fois devant la mairie, sur la place. Ah là là, j'espère que c'est pas piégeux. Juge Geoffrin. Bonjour monsieur. En fait, on pose juste la question aux gens, savoir s'ils vont voter pour les municipales ou pas. Est-ce que vous comptez voter ? Je vote en Normandie. D'accord, vous votez pas pour la mairie Paris ? Non. D'accord. Malheureusement. Ok. Vous avez toujours voté ? Toujours. Ok. Vous pensez que ça sert à quelque chose de voter ? Front National. Bien sûr, oui, bien sûr. Surtout à Paris, il y en a besoin. Ah ouais ? Front National, il vote. Okay. Je t'emmerde, moi. Je t'ai posé une question. Et alors, c'est Front National, il t'emmerde, le Front National ? Ouais. Eh ben, il a raison alors de t'emmerder. D'accord, ok. Donc, je vous demanderai pas ce que vous votez, mais c'est juste savoir si pour vous ça sert vraiment à quelque chose de voter, que ça va changer les choses. Vous y croyez au vote ? De toute manière, j'ai pas été interrogé, je vous ai répondu. Maintenant, vous pouvez retourner là-bas, vous asseoir. D'accord, ok, merci. Et toi, tu vas voter ? Bien sûr. Tu votes quoi ? À ton avis, les Insoumis. Les Insoumis, ok. C'est mon choix. Bah ouais. Tu vois, je te le dis, carrément. Parce que encore même les Insoumis, j'hésite. Parce que aujourd'hui, on ne sait plus pour qui voter. Tu penses que ça sert à quelque chose de voter ? Non. Franchement, non.
Ils veulent tous le bureau, ils veulent tous la chaise. Et une fois que tu as voté, c'est fini. Là, je vous là pour une fois. Tu Vous vois, êtes d'accord sur un point. Ce qui intéresse, c'est le fauteuil. Et après, ils font tout ce qu'ils t'as tout vu ce qu'ils ont dit, ils le font pas. Datis, qu'elle a fait son discours dernièrement. Là. La première chose qu'elle a dit, c'est les immigrés. Et après, elle a parlé de faire ci, de faire rendre Paris propre. Mais qui c'est qui va rendre Paris propre? Dis-moi la vérité. La population. Faut que les gens ils arrêtent de jeter par terre, je sais Mais pas. Par exemple, votre mégot, si vous le jetez par terre, bah, voilà, ça arrêtera jamais. Ouais. Ça arrêtera jamais. C'est vrai que Paris, c'est pas la ville la plus propre d'Europe. Ah. C'est vrai que c'est pas la plus propre. Elle a été propre, hein, Paris. Ah ouais? Ah ouais, à un moment, il y a 20 ans, quand c'était Chirac, c'était propre. D'accord, ok. Moi, j'ai pas connu ce Paris-là. Ça, c'est Ok. vrai. Quand Je suis c'était d'accord Chirac, avec vous. Chirac, il a fait 2 ou 3, je crois qu'il en a fait 2. Ouais. Et bah, là, c'était propre. Les transports impeccables, tout était impeccable. D'accord. Après, il a été président de la République, tous ceux qui l'ont suivi, ça a été de la Quoi, merde. c'était Tibéri et... Oh, Tibéri, il a rien fait. Hein. Il a rien fait, Tibéri. Bah, si, ils se sont quand même servis dans la caisse. Ouais, ça, ça c'est pas les seuls. Hein. Et l'OVA, c'est pas les seuls. Je suis d'accord avec vous. Oui, on n'est pas entièrement... Ah bah, vous vous retrouvez sur quelques points. Ok. Non. Je vote blanc. Hein. Ah oui. Je pas dit qu'est-ce que je... Qu'est-ce que tu en as pensé, Gabriel? Non, bah, c'est vrai qu'on entend un peu les critiques de personnes qui sont désillusionnées, éloignées de la politique, qui caricaturent aussi le métier. C'est pas un métier, la politique en tout cas, mais les fonctions politiques comme étant exclusivement liées à des intérêts personnels, etc. D'ailleurs, Carriériste, quoi. Carriériste, et puis là on est quand même dans un contexte, je ne l'ai pas encore dit en 1 heure d'interview, on est quand même dans un contexte où on a une des 2 principales candidates, Rachida Dati, qui est mise en examen pour corruption et trafic d'influence, et qui aura un procès en septembre 2026. D'accord. Donc c'est quand même un contexte très très particulier, inédit. Et le risque quand même, c'est que si d'aventure elle devait être élue, elle puisse quitter ses fonctions, devoir quitter ses fonctions pour aller en prison 6 mois après l'élection. Donc je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de la gravité de la situation. Et puis non, ça me fait un peu de peine d'entendre ça, évidemment, parce que moi, je me sens pas du tout concernée par ces propos. J'ai pas de fauteuil, d'ailleurs. Et je pense que c'est aussi notre rôle, peut-être aussi d'une nouvelle génération, mais pas seulement. Moi, je suis quand même dans... Alors, bien sûr, tous les partis ont eu leur casserole, tous les partis ont eu des gens qui ont été mis en examen, il y a eu des affaires dans strictement tous les partis. Exactement. En revanche, c'est vrai que les candidats que je défends, et puis même notre dernier président, hein, la probité a jamais été en question. On a même mis en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Là, je le mentionne aussi parce que c'est très important pour moi, évidemment. Tous nos candidats et toutes nos candidates qui sont sur la liste de la Gauche Unie ont suivi une formation de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc pour les identifier, pour pouvoir recueillir la parole, parce qu'on a un rôle particulier quand on est élu de ce point de vue-là. Il faut une formation pour ça? Alors nous, on l'a imposé. On a imposé ça à notre liste. C'est-à-dire, vous voulez être candidat sur la liste, ok. Il y a plusieurs conditions, pas avoir de casier judiciaire, etc. déjà. Oh. Voilà. Et derrière, enfin, casier judiciaire vierge. Ouais. Et derrière, on a imposé une formation obligatoire sur les VSS, violences sexistes et sexuelles. Ce qui me paraît absolument normal. Mais on est les seuls à l'avoir fait. Donc voilà, sur la question de la probité, de l'exemplarité, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Et j'espère que ce type de démarche pourra aussi contribuer à convaincre la population que le tous pourri, c'est quand même aussi une vue de l'esprit, ou en tout cas une caricature. Et qu'évidemment, il y a beaucoup de gens engagés en politique qui croient à ce qu'ils font et qui veulent défendre l'intérêt général, tout simplement. Alors, je vais te laisser le mot de la fin. Mobilisez-vous pour voter. Le scrutin va être très serré.
Notre liste de la gauche unie et des écologistes, on veut continuer à défendre le service public à Paris, le logement social, l'encadrement des loyers, la végétalisation de la ville, la santé des Parisiens. Et la ville qu'on connaît et un modèle qu'on peut développer encore plus, aller plus loin sur la culture, le service public, le sport, la mixité, face à une droite qui est une droite extrémisée, honnêtement, et qui risque de changer du jour au lendemain le visage de Paris si elle est élue. Je crois qu'on ne mesure pas ce danger-là. Donc mobilisez-vous, venez voter, on est les seuls à pouvoir battre Rachida Dati dimanche, donc on compte sur vous. Et à très bientôt. Merci Gabriel. Merci. L'homme politique devrait songer d'abord au bien-être de la société. Ça reste un quartier populaire. Il faut se battre d'ailleurs pour que ça reste un quartier populaire. Être qu'une électrice, ça me gêne. Moi j'ai voté pour la première fois à la présidentielle là en avril.